Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, je vais laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Hop, je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, bienvenue pour ce webinaire de la Bonne Fée donc, sur les risques psychosociaux. Je commence tout doucement. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce webinaire sur les risques psychosociaux, aussi appelés RPS. Voilà. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir partager plein de choses sur les risques psychosociaux. J'ai prévu en tout cas de vous parler de beaucoup de choses sur ce sujet-là. Je vais peut-être commencer par me présenter assez rapidement. On vise donc une petite heure ensemble pour parler des RPS, hein, des risques psychosociaux. Je vais souvent les appeler RPS pendant ce webinaire. Donc, vous saurez que je parle des risques psychosociaux, bien sûr, puisqu'on est là pour ça. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les risques psychosociaux, aussi appelés RPS. Je vais commencer donc rapidement par me présenter. Donc, je suis Stéphanie Versepuy, je suis psychologue du travail, ergonome, coach certifié et thérapeute en thérapie brève, en thérapie conjugale et familiale. Donc, je suis actuellement en cabinet libéral à Puteaux et à la Garenne-Colombes, donc dans le 92. Et je travaille aussi en entreprise où je fais pas mal de choses, on va dire. Je peux faire des suivis individuels, des suivis collectifs, des ateliers, des diagnostics sur les risques psychosociaux. Je peux aussi aider à la mise en œuvre des pistes d'action. Je peux faire de la médiation aussi. Bref, je m'adapte aux demandes et aux besoins des entreprises. Voilà, donc encore bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je commence tout doucement pour vous laisser le temps d'arriver. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler des risques psychosociaux, donc des RPS. Donc, c'est un sujet que je connais plutôt bien puisque ça fait presque 15 ans que j'interviens en entreprise pour travailler sur ce sujet-là. Et c'est un vaste sujet. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser à la question des RPS. Alors, l'objectif, c'est pas de faire une formation sur les RPS, parce qu'une formation sur les RPS, ça nécessiterait au moins, à minima, une journée, voire plusieurs jours, parce que vraiment, le sujet est très, très vaste. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir, en 1 heure, vous apporter des éléments plus clairs sur cette notion, pouvoir aussi répondre à vos questions si vous avez des questions sur ce sujet-là. Et aussi pour les managers, pouvoir aussi me poser ces questions sur les difficultés que vous pouvez rencontrer sur cette notion-là des risques psychosociaux. C'est d'autant plus important de faire ce webinaire dans le contexte actuel, parce que pour ceux qui gèrent une équipe parmi vous, mais pas que, on ne peut pas forcément voir les collègues, voir les collaborateurs, voir nos équipes en ce moment, parce qu'on n'est pas tous les jours au bureau. Il y a beaucoup de télétravail mis en place. Et donc, finalement, la rencontre entre collaborateurs et managers reste parfois difficile. Et à distance, c'est vrai que ce n'est pas pareil. On ne voit pas les mêmes choses. Il faut être attentif à des signaux qu'on ne voit peut-être pas à distance. Voilà, donc il faut rester vigilant. Donc, c'est d'autant plus important que vous puissiez
suivre ce webinaire maintenant, dans cette période un peu compliquée que nous vivons tous. Voilà, encore bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Donc alors, on va essayer de répondre à deux grandes questions, on va dire, lors de ce webinaire. La première, c'est qu'est-ce que sont les RPS? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais au final, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un risque? C'est quoi un trouble? Et c'est pas la même chose. Donc, on va déjà essayer de faire cette distinction. C'est un début. Et puis, bien évidemment, parce que ça, c'est un petit peu de la théorie, on va passer un peu plus à la pratique dans la seconde partie, puisque l'objectif, c'est que je puisse aussi vous donner des clés pour agir. Quand on est manager, comment on fait de la prévention? Comment on peut identifier une situation? Voilà, donc vraiment l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir que vous puissiez repartir avec des éléments concrets sur lesquels vous appuyer si jamais vous êtes en difficulté ou si vous rencontrez une situation compliquée. J'aimerais d'abord, si vous en êtes d'accord, pour ceux qui sont avec nous en direct, voilà, si vous avez des attentes particulières, des questions, des sujets que vous voulez voir aborder, n'hésitez pas à le préciser en petit commentaire, comme ça je peux en profiter pour répondre à vos besoins, c'est mieux. Et puis aussi vous présenter, alors notamment si vous êtes manager, que je puisse savoir si vous gérez une équipe et si vous gérez une équipe, combien de collaborateurs vous avez qui travaillent avec vous, hein, parce que c'est pas la même chose de gérer une équipe de 2 personnes et de gérer une équipe de 30. Voilà, donc ça m'intéresserait de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Donc je vais vous laisser peut-être réagir. Voilà, et puis en attendant, moi je vais vous partager mon support. Alors vous ne me verrez plus, mais je suis toujours là. Voilà, donc je vais vous partager le petit support. Hop, et puis on va pouvoir démarrer. Voilà, ça charge. Hop. Donc normalement, là, vous pouvez voir le support. J'espère que tout le monde le voit, qu'il n'y a pas de souci technique. Je pense que je le saurais si c'était le cas. Donc encore une fois, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Encore une fois, je vous laisse arriver doucement. Donc bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui sur les risques psychosociaux. Donc l'objectif, c'est une sensibilisation aux risques psychosociaux. C'est pas une formation, c'est bien différent. Donc voilà, je me suis présentée brièvement. Je vous propose qu'on démarre, qu'on rentre forcément dans le vif du sujet parce que vous êtes là pour ça. Donc on va commencer très simplement par une définition. Alors j'aimerais savoir, pour ceux qui sont OK pour réagir, j'aimerais savoir ce que sont les RPS pour vous. Quelle base vous avez en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce que sont les risques psychosociaux en fait pour vous? C'est quoi vos définitions des risques psychosociaux? Est-ce que vous êtes bien au clair sur ce que sont ces risques, sur la différence entre les risques et les troubles? Voilà, donc je vous laisse peut-être un petit peu réagir là-dessus si vous êtes d'accord, et puis ensuite je vous donnerai la définition assez générale des risques psychosociaux, et puis on rentrera dans les détails. Je vous laisse peut-être réagir. Ok, je vois que vous voyez bien le support, c'est déjà très bien. Alors, j'ai déjà une réaction, les risques liés à l'emploi, oui, tout à fait, qui concerne la santé physique et mentale des salariés. Ben voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait exact. Ce sont les risques pouvant atteindre notre santé mentale, oui, tout à fait. Absolument. Donc, bon, je vois que vous êtes déjà assez bien informés sur la question. Alors, voilà la définition des risques psychosociaux. Alors, cette définition vient du collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux, présidé par Michel Golac, donc, qui est vraiment la référence quand on parle des risques psychosociaux. Et donc, ce collège définit les risques psychosociaux comme les risques, alors je vous lis la définition qui est inscrite ici,
comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, donc engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, pour faire un peu plus court, peut-être un peu plus simple, un peu moins pompeux, au final, ce sont les risques pour la santé dans sa globalité, je dirais, et qui sont engendrés par, plus globalement, l'environnement de travail. Alors l'environnement, c'est quoi? Ce sont les conditions de travail, l'organisation de travail, les relations de travail, et cetera. On va y venir. Bref, tout ce qui touche au travail, quoi, finalement. Voilà quelle est la définition des risques psychosociaux, donc définie par ce collège et présidé par Michel Golac. Alors, une fois qu'on a cette définition en tête, je vais vous décrire, alors assez rapidement parce que très honnêtement, la diapo que vous avez là mériterait qu'on s'y arrête, mais beaucoup plus longtemps. Là, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir au moins un premier support, des grandes catégories de facteurs de risque. Donc, il y en a 6. Et c'est comme ça aussi qu'on fait de la prévention, c'est en ayant ces grandes catégories de facteurs en tête. Donc, on va les passer rapidement en revue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ces facteurs de risque. Mais encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de faire une formation sur ces facteurs de risque, mais pour que vous puissiez, dans un premier temps, les avoir en tête. Donc, on a d'abord les exigences au travail. Donc, les exigences au travail, c'est tout ce qui est en lien avec la quantité, le rythme, la cadence, la complexité. Voilà, tout ce qui est exigeant dans votre travail au quotidien, dans la tâche, finalement. Vous avez ensuite les exigences émotionnelles. Donc, les exigences émotionnelles, c'est tout ce qui vous demande, tout ce qui peut être coûteux émotionnellement parlant. Donc, c'est notamment les personnes qui sont en lien avec des clients, avec un public. Quand, par exemple, on est vendeur et qu'on doit sourire même quand le client n'est pas très sympathique en face de nous, parce qu'après tout, le client est roi et que c'est la règle commune, et bien dans ce cas-là, on va nous demander de cacher nos émotions. Et ça, c'est coûteux. Donc ça, c'est une exigence émotionnelle, par exemple. Vous avez aussi, par exemple, quand vous êtes quand vous êtes en contact avec de la souffrance, donc quand vous êtes avec un public qui peut potentiellement souffrir, ça peut aussi être coûteux émotionnellement. Donc tout ça, ce sont des exigences émotionnelles. Donc quand on est en contact avec un public ou des clients. Vous avez ensuite les marges de manœuvre. Donc les marges de manœuvre, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est en lien avec l'autonomie, avec ce qu'on peut décider, comment on peut s'organiser. Est-ce que c'est prévisible ou pas? Est-ce que je peux l'anticiper, quoi, tout simplement? Est-ce que je peux utiliser pleinement mes compétences? Très concrètement, si vous avez une surcharge de travail ponctuelle, hein, si vous avez les marges de manœuvre pour y répondre, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez vous organiser comme vous le voulez? Est-ce que vous avez les outils qui vous permettent, d'utiliser pleinement vos compétences pour répondre à cette surcharge? Est-ce que vous êtes bien autonome? Vraiment, est-ce que vous avez les marges de manœuvre pour pouvoir répondre à une contrainte? 4e axe, les rapports sociaux. Donc, comme son nom l'indique, forcément, ce sont toutes les personnes qui vous entourent au travail. Donc, ça peut être les personnes effectivement au bureau, comme les collègues, mais ça peut être aussi les supérieurs hiérarchiques, donc les managers, ça peut être les directeurs, les directrices, etc. Et ça peut être aussi les clients, voilà, ou les partenaires, enfin, toutes les personnes avec qui vous avez un lien au quotidien dans le travail, qui ont un impact forcément sur la façon dont vous vous sentez au travail. Ensuite, vous avez les conflits de valeurs, donc 5e axe. Donc les conflits de valeurs, ça regroupe 2 choses très importantes. La première, ce qui s'appelle, les conflits éthiques. Donc les conflits éthiques, très concrètement, c'est quand on va vous demander quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs, qui vous pose un problème. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. C'est un conflit éthique. Et vous avez aussi ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la qualité empêchée, c'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Parce qu'en gros, on vous en empêche, que ce soit par les outils, par le temps qu'on vous laisse, par ce qu'on vous demande de faire.
au final, vous ne pouvez pas faire un travail de qualité. Typiquement, si on demande à une aide-soignante de faire 40 chambres dans la matinée, c'est infaisable et elle risque de se sentir empêchée dans son travail et elle risque de sentir un malaise parce qu'elle ne peut pas faire un travail de qualité, sauf si elle prend la décision de ne pas faire les 40 chambres. Voilà, c'est un exemple un petit peu exagéré, mais c'est pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Et vous avez enfin, dernier axe, mais non des moindres, surtout en ce moment, l'insécurité socio-économique. Donc là, c'est tout ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité à votre poste, en sécurité parce que vous recevez bien votre salaire tous les mois, en sécurité parce que votre entreprise va bien, vous vous sentez en sécurité dans votre emploi plus largement. Voilà. Et on a aussi intégré la notion de pénibilité dans le travail, dans cet axe-là. Voilà un petit peu tous ces axes qui sont finalement des facteurs de risque. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Encore une fois, je passe rapidement parce que ce serait l'objet d'une formation où on décrirait exactement tous les actes avec des exemples et pour comprendre aussi comment on peut faire de la prévention autour de tous ces axes et comment on peut aussi identifier quels sont les facteurs qui sont les nôtres dans notre équipe, par exemple. Je vous propose de passer à l'étape suivante et qui est très importante aussi, qui est quand on parle des risques psychosociaux, il est très important de différencier les risques des troubles. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire. Donc le risque, comme c'est inscrit ici, c'est la probabilité d'apparition de troubles, individuellement ou collectivement, qui a pour origine l'environnement. Donc, c'est la probabilité d'apparition de troubles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là. Donc, on a les risques, probabilité d'apparition de troubles, et les troubles. Je vais y revenir. Les troubles, ce sont les conséquences, les impacts, si vous voulez. Ce sont des signes plus ou moins perceptibles. Et les troubles peuvent s'aggraver quand ils durent dans le temps. Et je vais y revenir parce que ça, c'est très important. Le trouble, d'origine psychosociale notamment, il peut être caractérisé par l'apparition, chez une ou plusieurs personnes, de signes, plus ou moins perceptibles encore une fois, qui peuvent progressivement s'aggraver. Et ces troubles sont d'autant plus néfastes quand ils sont subis, quand ils sont nombreux et quand ils durent dans le temps. Et on va y revenir. Mais d'abord, est-ce que vous avez une idée, par exemple, de quelques troubles que vous pourriez connaître, que vous avez peut-être déjà identifiés? Je vous laisse peut-être quelques minutes pour réagir et pour voir si vous avez des idées là-dessus. Est-ce que vous pouvez me citer quelques troubles? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, sont dans cette catégorie du trouble? Voilà. Sinon, s'il n'y a pas de trouble de la concentration, oui, tout à fait. Absolument. Alors ça, c'est plutôt un trouble, je dirais intellectuel, mais effectivement, c'est un trouble. Alors il y a des troubles qui appartiennent à différentes catégories, on va y venir justement. Je vais poursuivre. Effectivement, donc les troubles de la concentration, alors on a là je les ai un petit peu, on va dire rangés, mais on n'est pas obligé. Donc on peut avoir des troubles d'ordre physique, d'ordre émotionnel, d'ordre intellectuel, d'ordre comportementaux. Donc les troubles, je passe très rapidement parce que je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle, mais vous avez des troubles d'ordre physique, donc avec, vous avez des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, des troubles de la digestion, des troubles musculo-squelettiques, des douleurs, etc. Enfin voilà, ça se traduit physiquement. Vous avez des troubles émotionnels, donc vous vous sentez nerveux, vous pouvez pleurer, vous avez des angoisses, vous vous sentez tout simplement triste, pas bien. Vous pouvez aussi sentir un peu de dépression, voilà. Vous avez des troubles intellectuels, donc où là arrivent effectivement des difficultés de concentration, des erreurs, des oublis, des choses qu'on ne faisait pas forcément avant non plus. La difficulté de prendre des initiatives, des décisions. Et vous avez les troubles comportementaux. Donc là, c'est souvent, on va se surinvestir professionnellement, ou l'inverse d'ailleurs.
On va peut-être avoir un peu plus de violence dans nos relations, on va s'isoler, on va avoir du mal à coopérer. On va aussi peut-être avoir des conduites addictives, avec la consommation de calmants ou d'excitants. Il peut y avoir des situations de harcèlement, voire des suicides, hein, malheureusement. Donc voilà, vous voyez, ça regroupe vraiment plein de choses différentes et ce sont ça les troubles, hein. Donc c'est important de les avoir en tête aussi pour les identifier parce que quand il y a trouble, c'est déjà qu'il se passe quelque chose et il faut agir dessus. Il ne faut pas laisser traîner. Alors, justement, on parlait de comment ça évolue tout ça. Bah, ça évolue en plusieurs phases en fait, hein. Vous avez une évolution des troubles dans le temps, forcément. Donc vous voyez en bas, vous avez la durée des tensions. Donc plus ça dure finalement, plus on a de chances d'arriver à la phase 3 qui représente le trouble aggravé. Donc vous avez la première phase où vous pouvez avoir des petites tensions dans le travail, des plaintes, des collègues qui ne se comprennent pas, un peu de démotivation, quelques absences. L'absence, on commence déjà, vous voyez, il y a une petite flèche où il y a écrit en rouge basculement parce qu'on est déjà un peu à la limite. Quand vous avez de la démotivation et de l'absence, c'est déjà que ça dure. C'est déjà qu'il se passe quelque chose. Vous avez la deuxième phase, hein, donc on a vraiment là le trouble. Donc là, j'en ai mis que quelques exemples, mais on en a vu quelques-uns juste avant. Donc voilà. Et notamment, vous avez souvent l'asthénie, hein, qui est la fatigue chronique finalement, la faiblesse générale, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en forme, on a des douleurs, on est irritable. Donc là, on est vraiment dans le trouble. Et si ça dure encore un peu plus dans le temps, on arrive dans le trouble qu'on appelle aggravé. Donc là, vraiment, on peut basculer dans de la dépression, dans des violences. Dans des tentatives de suicide, hein, malheureusement, voire le suicide. Donc on bascule vraiment dans quelque chose de beaucoup plus grave et donc de beaucoup plus difficile aussi à gérer. Encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des questions. Là, je vous parle du stress parce que le stress, c'est forcément une conséquence aussi quand le travail ne fonctionne pas comme on le voudrait ou quand on ne se sent pas bien au travail, quand on a beaucoup de stress et surtout quand le stress dure dans le temps, on a ce qu'on appelle le stress chronique. Quand on a du stress chronique, la personne va réagir avec son corps et avec son psychisme. Donc là, vous voyez bien, il y a un peu 3 phases aussi dans le stress que vous connaissez peut-être déjà. Vous avez la phase d'alarme où on a l'organisme qui se mobilise. Vous avez la phase d'endurance où l'organisme va essayer de résister. Vous voyez, ça remonte en fait, hein, et ça reste un peu en plateau. Et ensuite, paf, ça redescend. Donc c'est l'énergie qui pouf redescend parce qu'on a la phase d'épuisement, parce que l'organisme, tout simplement, il s'épuise. Donc là, on voit bien hein, finalement que plus ça dure dans le temps, plus on cumule aussi du stress, parce qu'il peut y avoir l'effet de répétition aussi, il peut y avoir des phases de stress, mais qui se répètent beaucoup. Donc ça, on peut dire que ça dure dans le temps. Ça a les mêmes effets. Hein, donc vous voyez bien en bas que ça peut avoir malheureusement pas mal de répercussions. Donc on a au début de l'anxiété, des troubles, du sommeil, peut-être des addictions pendant cette phase d'alarme où on se mobilise. Et puis ensuite, ça bascule vers des choses plus graves. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas grave, hein, ce que je viens de vous citer, mais en tout cas, ça bascule vers des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer et qui peuvent devenir des pathologies à terme, notamment dans la phase d'épuisement, irréversibles, hein, comme des AVC, des incapacités, voire le suicide, encore une fois. Donc, c'est d'autant plus important de pouvoir aussi identifier la phase d'alarme et d'identifier quand le stress dure un peu trop longtemps dans le temps. Voilà, parce qu'il y a vraiment des choses qui se voient. Alors, la fatigue, oui, effectivement, malheureusement, la fatigue. Alors, on peut être fatigué de temps en temps sans forcément que ce soit lié à ça, mais la fatigue, quand elle est chronique et qu'on prend des temps de repos et qu'on ne se sent pas reposé et que vraiment on se sent vidé de toute énergie, là, ça pose un vrai souci. Donc, c'est important de bien le prendre en compte. Alors, au final, plus ça dure et plus c'est aggravé.
finalement. C'est ce que je viens de vous dire, mais c'est important de bien le retenir. Donc, si on doit retenir des choses de tout ce que je viens de vous dire, parler de risque, ça ne signifie pas forcément qu'il y ait des effets. Ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire que parler de risque, ça ne signifie pas forcément qu'il y a des troubles. Mais en même temps, ça ne signifie pas non plus qu'il faut attendre des troubles pour agir. Et on va y venir dans la deuxième partie prévention. Et ça, c'est aussi extrêmement important. On peut déjà agir très concrètement en prévention primaire, en parlant des risques, en identifiant les risques, sans que ça en arrive aux troubles. Parce que quand ça en arrive aux troubles, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous pouvez avoir des risques, donc sans forcément avoir des troubles. Il y a la connaissance que la structure, que la direction a des risques et les moyens qu'elle met en place pour y répondre. Je vais vous donner un exemple très concret d'un comptable qui a une surcharge de travail à un moment donné, parce qu'on sait qu'il y a des échéances en comptabilité. L'entreprise en a conscience, donc ça c'est un facteur de risque, une surcharge de travail à un moment donné. Il peut y en avoir d'autres qui se combinent à celui-là. Mais l'entreprise le sait, connaît ce risque et donc elle met les moyens adaptés pour y répondre et pour l'anticiper. Ça peut être des moyens humains, ça peut être des outils, ça peut être plein de choses. Et surtout, ce qui est important, c'est que la surcharge, elle est ponctuelle, donc elle ne dure pas toute l'année. Elle est connue par l'entreprise et du coup, elle est prise en charge, cette surcharge. Donc certes, il y a une surcharge, mais du coup, ça peut être bien vécu par les collaborateurs parce que c'est connu et surtout, on ne laisse pas les gens tout seuls face à leur surcharge sans intervenir. Donc aujourd'hui, prendre en compte le stress et plus largement les risques psychosociaux, c'est devenu une absolue nécessité. Pour la santé des salariés, d'abord, bien évidemment, et c'est le plus important, mais aussi, et ça c'est le discours qu'on peut tenir aussi auprès des directeurs, sur la performance des entreprises. Parce que quand quelqu'un va pas bien, alors déjà c'est un niveau humain, c'est pas terrible, mais en plus, cette personne, elle est plus investie, elle a plus envie, elle se sent pas bien et du coup, le travail, c'est pareil. Du coup, la performance ne peut pas suivre. C'est pas l'essentiel, on est bien d'accord. Oui, oui, des personnes, dans la compta qui ont fait un burn-out, bah, ça m'étonne pas du tout parce que, malheureusement, c'est pas tout le temps pris en charge. Donc au final, les risques psychosociaux apparaissent quand il y a un déséquilibre. Un déséquilibre, je vais y revenir, mais prenez un peu cette notion de balance. Donc un déséquilibre entre, l'individu et son environnement de travail. Entre ce que l'individu est capable de faire, est capable de donner et ce que son environnement lui donne pour qu'il puisse mener sa tâche à bien. Et un déséquilibre entre les contraintes que la personne peut ressentir et les ressources dont elle dispose. Contraintes, ressources. Si les contraintes, elles sont beaucoup plus lourdes que les ressources et que ça dure dans le temps, au bout d'un moment, forcément, vous allez avoir trouble. Et les contraintes ressenties ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est ça qui est compliqué. On reste vraiment sur la notion de ressenti. Donc retenez bien cet effet balance en fait. C'est comme ça que vous pourrez aussi bien comprendre comment on traite et comment on repère aussi les risques psychosociaux. Voilà pour cette première partie sur un petit peu on va dire la théorie. Je regarde l'heure, on n'est pas trop mal, hein. On est à la moitié du temps, ce qui est plutôt bien. Donc maintenant, on va passer à l'action, hein, forcément. Donc comment on peut agir par rapport à ça? Est-ce que vous avez des idées sur quels sont, vos moyens d'action? Donc s'il y a des managers ici avec nous, ou pas que d'ailleurs, hein, même en tant que collaborateur, est-ce que vous avez des idées d'actions que vous pouvez entreprendre pour reprendre un peu la main sur tout ce que je viens de vous expliquer, sur les risques psychosociaux, sur les troubles? Quand vous êtes face à une situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Je vous laisse peut-être quelques minutes pour réfléchir. Observation et écoute à mon échelle, bah oui, absolument. Ça fait vraiment partie je dirais des premiers moyens pour agir, c'est d'observer et d'être à l'écoute, bien évidemment.
Bravo pour cette réponse parce que c'est vraiment la base. Donc être attentive aux autres effectivement aussi parce que forcément plus on est, observateur et attentif et plus on va pouvoir repérer des signaux, on va y venir, hein, mais des signaux qui vont nous parler et qui vont nous mettre aussi la puce à l'oreille pour agir avant que ce soit trop problématique. Alors, d'abord, comment on peut agir? Eh bien très simplement, en étant dans de la prévention. Mais dans de la prévention primaire. Alors je ne sais pas si vous connaissez les 3 niveaux de prévention. Je vais juste refaire un point, mais rapidement là-dessus. Vous avez 3 niveaux de prévention. Vous avez la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. L'objectif, ça va être pour une structure d'être le plus possible dans ce qu'on appelle la prévention primaire. Pourquoi? Parce que la prévention primaire, on est vraiment dans la suppression du risque à sa source. Donc c'est avant qu'il se passe quoi que ce soit, on prévoit, on anticipe et on met en place les moyens, pour supprimer le risque à sa source. Après, il y a des risques qu'on ne peut pas forcément supprimer, mais en tout cas, en avoir conscience, connaissance et pouvoir mettre en place des moyens pour réduire, en tout cas, le risque à la source. Alors réduire, c'est aussi la prévention secondaire. Donc là, on est un peu moins en amont, mais c'est pas mal aussi parce qu'on peut agir en outillant, individuellement ou collectivement, sur les différents risques. La connaissance, en fait, peut aider aussi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, à outiller les personnes, notamment sur cette question des risques psychosociaux. Et vous avez la prévention tertiaire. Alors malheureusement, des fois, qui n'est plus vraiment de la prévention en fait, parce que là, il y a déjà quelque chose qui a eu lieu et on vient un peu éteindre l'incendie. Donc là, c'est pas vraiment on traite en fait, hein. On traite, on met le pansement, on favorise le retour au travail s'il y a eu un arrêt, et puis on analyse surtout ce qui s'est passé, hein, ça c'est très important. Donc voilà, et ça, je dirais, ça peut être, à tout niveau, hein. C'est pas seulement, la direction qui doit être dans la prévention primaire, c'est tout le monde. C'est-à-dire vous, en tant que manager, vous avez un rôle qui est très important aussi, qui est l'identification, comme vous le disiez, pouvoir observer à votre échelle, et du coup de prévenir, être dans de la prévention primaire. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut agir sur les différents niveaux de régulation. Donc, vous voyez un petit escalier, on a différents niveaux de régulation. On a d'abord le niveau, je vais commencer par le haut, tiens, organisationnel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut agir sur la façon de manager, le type de management, la nature de la prescription, c'est-à-dire ce qu'on va demander comme tâche, ce qu'on va demander aux collaborateurs hein, de faire, hein, comment, avec quels moyens. Et aussi, on peut agir en laissant des marges de manœuvre, hein. On a vu que c'était un axe, hein, dans les facteurs de risques psychosociaux, les marges de manœuvre. Donc, c'est important de pouvoir laisser des marges de manœuvre, mais ne pas en laisser trop. Parce que ça peut être un risque si on n'en a pas assez, mais ça peut être un risque si on en laisse trop aussi. En fait, il faut vraiment, encore une fois, mesurer avec la petite balance. Gardez toujours en tête la balance, ça vous servira toujours, hein. Mais pouvoir mesurer ce dont la personne a besoin, ce dont une équipe a besoin. Il ne faut pas qu'ils se sentent complètement délaissés non plus, parce que ça, c'est pas bon non plus. Vous pouvez agir aussi à un niveau collectif. Donc ce qui est important, dans les ateliers, collectifs que vous pouvez mettre en place, dans les réunions d'équipe, dans les choses comme ça, c'est de pouvoir travailler sur le sens. Pouvoir travailler sur les valeurs. Est-ce que l'équipe a des valeurs communes? Est-ce qu'elle partage des valeurs? Sur quoi? C'est quoi qui est important pour l'équipe? Est-ce que ça correspond à ce qui est important individuellement? Est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que ça correspond à ce qu'on attend de l'équipe? Il y a aussi la notion de reconnaissance derrière, c'est-à-dire comment on est reconnu en tant qu'équipe? Comment on est reconnu individuellement? Parce que c'est toujours un petit peu cette notion aussi d'effort-récompense quand on analyse les facteurs de risque psychosociaux. On va donner à l'entreprise quelque chose, on va faire des efforts, hein, et on va attendre forcément quelque chose en retour de la reconnaissance. Alors la reconnaissance, ça peut être plein de choses différentes pour les gens. C'est pas forcément une reconnaissance financière. Ça peut être on reconnaît qu'on est un bon professionnel. On reconnaît qu'on fait du bon boulot. On reconnaît, on nous verbalise, on nous renvoie quelque chose de positif.
l'équipe a une image de nous qui est plutôt valorisante. Enfin voilà, c'est un peu tout ça la reconnaissance, mais c'est différent pour chacun. C'est toute la complexité de cette question des risques. Et on a aussi un niveau collectif, les échanges de pratiques. Alors vraiment, les échanges de pratiques, c'est très honnêtement, c'est quelque chose qui ne coûte pas très très cher à la structure et qui est, je dirais, quelque chose de très très riche, et notamment sur cette question de prévention des risques psychosociaux. Parce que comment on peut répondre collectivement à une difficulté? Et ce sont ça les échanges de pratiques. C'est hyper intéressant à faire. C'est de l'intelligence collective. Et l'intelligence collective et le collectif, ce sont des remparts, en fait, pour protéger des risques psychosociaux. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de mettre ça en place en interne avec un professionnel en qui vous avez confiance, c'est super. Et vous avez bien sûr, à un niveau individuel aussi, vous pouvez agir avec les compétences, l'autonomie, la valorisation de l'expérience. Donc, ça renvoie un peu à la reconnaissance du niveau d'au-dessus. On parle plutôt de reconnaissance collective au-dessus, et là, on va plutôt parler de reconnaissance individuelle. Donc voilà, on peut agir aussi sur différents niveaux de régulation. Et vous, en tant que manager, vous pouvez agir aussi sur votre mode de management, de voir si ça correspond, si ça ne correspond pas, si ça vous va à vous aussi de manager comme ça. Vous voyez un peu les retours qu'on peut vous en faire, et vous pouvez aussi adapter le type de management que vous voulez appliquer. Alors, autre question, j'aime bien aujourd'hui faire quelques questions ouvertes, comme ça, ça vous permet de participer aussi. Qu'est-ce que vous faites quand un salarié vous exprime des difficultés, si ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait, quand quelqu'un vient vous voir pour vous exprimer des difficultés? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous avez déjà rencontré cette situation? Je vous laisse peut-être quelques secondes pour réagir. Comment vous pouvez réagir quand quelqu'un, un collaborateur vient vous parler de difficultés qu'il peut rencontrer, quelle que soit la difficulté d'ailleurs? Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Pas à l'aise? Est-ce que il vous manque des outils pour pouvoir répondre à ce qu'il attend de vous à ce moment-là? Donc les réactions peuvent, enfin, c'est important aussi d'adopter la bonne posture. Je vais y revenir justement, parce que ça permet d'ouvrir la parole, hein. Alors, quelqu'un nous dit effectivement avoir rencontré cette situation, en tant que salarié, et la première réaction a été l'écoute et le conseil. Oui, d'aller en parler à quelqu'un qui gère ces situations, exactement. Donc ça, c'est l'orientation en fait, donc l'écoute et la réorientation vers les bonnes personnes, pour pouvoir, agir en fait, hein. Je n'étais pas en capacité de faire autre chose à mon échelle, et oui, c'est toujours un peu compliqué de savoir quoi faire et comment faire, mais c'est déjà, de très bons réflexes, donc bravo. Donc effectivement, heu donc, en sachant quoi faire quand un salarié exprime des difficultés, donc déjà, c'est important de comprendre ce qui peut expliquer les difficultés, mais dans le travail. On ne parle pas à un niveau individuel, on ne se dit pas que c'est quelqu'un de fragile, on ne se dit pas que c'est quelqu'un qui cherche les problèmes. Non, on essaye d'expliquer les difficultés dans le travail, et on cherche à repérer les tensions dans les différents domaines qui sont identifiés dans l'échange que vous allez avoir avec la personne. Et à travers ça, on a plusieurs choses. On a les différentes tensions dans l'activité, c'est-à-dire, là on reprend un peu les axes, les 6 axes. On a les exigences du travail, les exigences émotionnelles, les marges de manœuvre, l'autonomie, éventuellement des conflits de valeurs. Donc voilà, on va chercher à creuser un peu tous ces axes-là. On va chercher à voir aussi ce qui se passe dans les relations de travail. C'est pas juste 2 personnes qui s'entendent pas, des fois ça va quand même un peu plus loin. Il faut aller chercher un peu plus en amont. Et puis enfin, tout ce qui peut être lié au changement aussi, et comment ce changement a été accompagné au final. Très important aussi de tenter de comprendre, comprendre tout court en fait ce que la personne est en train de nous dire, d'être dans l'écoute active, de garder en tête qu'on a chacun finalement notre carte du monde, c'est-à-dire qu'on a chacun notre lecture d'une situation. Il va se passer le même événement, mais tout le monde ne va pas le vivre intérieurement de la même façon, tout le monde ne va pas l'analyser de la même façon. Une fois que vous avez compris ça,
vous n'êtes plus dans le jugement de ce que l'autre peut ressentir. Il a le droit de ne pas voir la situation de la même façon que vous. Et enfin, donc pour ça, il faut prendre du recul, et il faut comprendre aussi dans cette situation ce qui peut être problématique pour la personne. On ne se focalise pas forcément, sur la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais on va un peu plus en amont. Qu'est-ce qui a pu conduire à? Est-ce que 2 salariés, s'insultent, par exemple? C'est pas juste 2 personnes qui ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans le travail? Quelles sont, les difficultés qu'ils ont chacun rencontrées dans le travail? Et enfin, bien différencier les ressentis des faits. On reste toujours dans le factuel. N'hésitez pas à faire préciser les choses, où, quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et après, qu'est-ce que tu as ressenti? Ah oui, d'accord, ça t'a mis en colère. OK, effectivement, je peux comprendre, je comprends ton ressenti. Mais comme ça, vous pouvez bien différencier parce que des fois, on est dans l'émotion, la personne qui vient vous voir est dans l'émotion et donc elle a tendance à beaucoup s'appuyer sur ses émotions. Elle est très en colère, donc elle exprime sa colère et cetera et on n'est plus trop dans le factuel. Mais vous, vous avez besoin de factuel pour identifier, pour prévenir et pour agir. Vous pouvez aussi adopter la bonne posture. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une mauvaise posture, mais en tout cas, si vous devez adopter une posture, c'est plutôt celle-là. Ça va avec ce que je vous ai décrit juste avant, en fait, mais on a la règle des 4 R. On re ré 1, 2, 3, on recontextualise, c'est ce que je viens de vous dire. On reste dans le factuel. Qui, quand, comment, où. On reformule, hein, pour renvoyer à la personne ce qu'elle vient de nous dire. On résume aussi pour être sûr qu'on a bien compris. Enfin, un résumé en général à la fin sur ce que la personne a dit, sur ce qu'elle attend, sur ce qu'on va faire. Et on renforce les points positifs. Surtout, on finit toujours par un renforcement positif. Parce que la personne, elle va repartir en ayant l'impression d'avoir été écoutée. Et ça, c'est le plus important. Donc, je reconnais, je questionne et j'oriente. OK? Dites-moi hein, si c'est pas clair, s'il y a des questions, si je vais trop vite. Je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure, donc c'est parfait. Donc, on va pouvoir agir aussi en étant capable d'évaluer les signaux, en étant capable d'évaluer le risque ou les risques. Donc, ce que je vous disais, c'est que la personne qui vient vous voir, elle doit repartir avec le sentiment d'avoir été entendue, d'avoir été écoutée, que ses difficultés sont prises en compte. C'est important que la personne ait le sentiment d'avoir repris un peu de contrôle sur la situation. Et de se sentir comprise surtout, très simplement. Donc vous-même, vous devez pouvoir avoir des éléments qui vous permettent d'évaluer ce risque et d'envisager, ce que vous allez faire pour la suite. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme, indice, pendant l'entretien que j'ai pu remarquer chez cette personne? Quelles sont les difficultés ou les problématiques, les thèmes, les sujets qui ont été exprimés par cette personne? C'est quoi les notions qui ont été exprimées? C'est quoi les difficultés? Heu, quels sont les éléments factuels et objectifs, on reste toujours, sur le factuel, que j'ai pu recueillir? Où, quand, comment, sur quoi ça porte? Quels sont, qu'est-ce que je peux moi identifier comme élément factuel? Est-ce que tout ça, ça se rattache à une situation à risque? Selon moi, quels sont les risques? Si on reprend les 6 axes qu'on a pris tout à l'heure, hein, à quels axes, on peut les lier? Et comment j'accompagne? À qui je réoriente? Comment je prends en charge? Comment je transmets l'information si je dois transmettre l'information? Et cetera. Donc ça, c'est très important. OK, je vois que je suis claire, donc je poursuis. Hop. Hem Donc, faites un peu une synthèse de l'entretien que vous venez d'avoir. Que vous puissiez, vous aussi, avoir le sentiment de pouvoir l'évaluer, ce risque, s'il y en a un.
et ne pas vous dire: «Oh, c'est juste une personne qui est fragile ou qui va pas bien dans sa vie perso» et cetera. Parce que ça, c'est malheureusement souvent ce qui se passe, c'est qu'on va attribuer, quand une personne va venir exprimer quelque chose ou une plainte ou et cetera, on va souvent se dire: «Ah bah mince, en fait, bon, c'est une personne qui se plaint toujours, elle est jamais bien et puis dans sa vie perso, après tout, ça va pas bien» et cetera. Mais et du coup, on va pas chercher en amont, et on va pas chercher factuellement aussi ce qui se passe. Parce que si la personne vient se plaindre, c'est que aussi factuellement, il se passe quelque chose. Et pourquoi son ressenti est celui-ci, en fait. Donc, c'est votre rôle aussi de chercher ça. Et enfin, en étant prêt à, adopter des solutions externes pour vous aider. Alors, vous pouvez faire plein de choses, en fait, vous-même, mais aussi, avec des consultants, avec, des médiateurs, avec des coachs, avec des psychologues du travail. À vous de voir, mais vous pouvez faire appel à quelqu'un d'extérieur pour venir vous aider parce que parfois, juste, le fait d'avoir une tierce personne qui peut venir, pour voir la situation avec de «nouveaux yeux» entre guillemets, j'aime bien dire ça, ou en tout cas un autre regard, ça vous permet vous aussi de prendre du recul parce que des fois on est la tête dans le guidon et on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Donc ça permet de faire un point aussi, juste mettre, peut-être aussi en place un diagnostic sur les risques psychosociaux. Si vous sentez qu'il y a des choses qui se répètent, collectivement, vraiment c'est recommandé de pouvoir faire un point sur quels sont les facteurs de risque, dans ma structure, dans mon équipe, et quelles sont les pistes d'action que je peux, commencer à mettre en place. Donc, on peut avoir des ateliers, plus poussés sur les facteurs de risque, donc notamment en management, hein, ce qu'on fait ici, mais en plus poussé. OK, on décortique les 6 axes de facteurs de risque. On essaie de chercher quels sont les facteurs de risque qui existent dans notre équipe. On peut aussi évoquer les contextes, qui nécessitent une vigilance particulière, hein. Il peut y avoir, par exemple, un nouvel entrant, il peut y avoir des plans sociaux, il peut y avoir un contexte sanitaire qui est, qui angoisse et qui peut créer des incertitudes. Il peut y avoir le retour, d'un collègue de congé maladie, donc la reprise d'une activité. Il peut y avoir des seniors, il peut y avoir, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui se passent, et pour lesquelles il faut vraiment accorder une vigilance particulière. Il peut y avoir des ateliers aussi sur, comment on repère des signaux faibles, comment on repère des signaux forts. Parce qu'une fois que vous serez bien au clair là-dessus, ça vous aidera grandement à pouvoir identifier. Et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, des groupes d'échange sur les moyens d'action. Donc ça peut être des groupes d'échange, entre managers, ça peut être des groupes d'échange, dans l'équipe. Comment on agit sur une situation pour réduire les facteurs de risque? Comment on agit collectivement pour, répondre à une difficulté? Encore une fois, le collectif est, un rempart pour protéger, des situations à risque. Donc, si le collectif s'entend bien, travaille bien ensemble, et que tout se passe bien, c'est quand même, une vraie ressource. N'hésitez pas à faire appel à des consultants externes. Donc c'est ce que je vous disais en cas de problème difficile à résoudre en interne. Il peut y avoir plein de choses de faites, il peut y avoir des cellules d'écoute. Si vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'exprimer des choses, de déposer des choses, voire, ça peut être une cellule d'écoute avec un coaching derrière pour permettre de se rebooster, de voir les choses autrement, voilà, de modifier sa pensée et cetera, pour être mieux avec soi et pour être mieux dans la structure. Il peut y avoir des médiations. Alors ça peut être des médiations individuelles entre 2 personnes, ça peut être des médiations collectives dans une équipe. Il peut y avoir des groupes d'échange, encore une fois, de pratiques. Tout est possible, y compris, pour vous, un accompagnement individuel pour vous aider. Alors, si vous êtes manager, par exemple, à faire face à une difficulté. Moi, j'ai accompagné plusieurs managers et directeurs, parce qu'ils faisaient face à une difficulté. Alors, soit avec une personne en particulier, soit, par rapport à, un contexte particulier, soit par rapport à une équipe, avec laquelle ils n'arrivaient pas à communiquer. Voilà, où ils sentaient une tension et qu'ils n'arrivaient plus à agir, en fait. Mais en gros, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'objectif, c'est d'agir. L'objectif, c'est de ne pas laisser une situation s'envenimer, voire ne pas laisser une situation stagner.
parce que ce qu'on rencontre souvent quand on fait appel à nous, consultants extérieurs, c'est que déjà la situation dure depuis très longtemps et que la situation est connue depuis très longtemps, connue des managers, connue des directeurs, mais qu'il ne s'est rien passé en fait. Connue de la médecine du travail. Le médecin du travail est vraiment un allié, le CSE aussi, hein, donc anciennement CHSCT. Voilà, ce sont vraiment des alliés précieux, le préventeur, si vous en avez un, si vous avez la chance d'avoir un préventeur dans votre structure. Mais voilà, le service de santé, en général, est vraiment un allié et peut vous permettre alors, soit de trouver un consultant externe si vous n'en avez pas un que vous connaissez, soit pouvoir aussi intervenir en mettant en place des actions, hein. Ils ont des psychologues du travail aussi dans les services de santé au travail, donc vous pouvez aussi bénéficier de formations, de sensibilisation, de choses comme ça. Et je voulais faire un dernier point aussi, je regarde l'heure, hein. OK, très bien. Je voulais faire un dernier point aussi, parce qu'il est nécessaire d'avoir une vigilance très, très particulière, à l'accompagnement et d'un salarié qui revient au travail, hein, après une période d'absence, hein. Parce que ce qu'on rencontre souvent, nous, en tant que consultants externes, c'est que, il y a une personne qui est en arrêt, alors soit pour dépression, soit pour burn-out, soit pour plein d'autres raisons, et que le retour au travail n'est pas forcément favorisé, bien accompagné et que ça se passe pas très bien. Et en général, ce qui se passe, c'est que la personne refait un arrêt derrière, hein, et n'est plus capable après de revenir travailler. Donc c'est bien dommage parce qu'il y a plein de choses à faire pour favoriser un retour au travail. Déjà d'avoir une réflexion pluridisciplinaire, les ressources humaines, l'encadrement, les managers, les médecins du travail, les préventeurs, les membres alors là j'ai écrit CHSCT, mais c'est CSE maintenant, pour voir comment on réintègre la personne. Est-ce qu'on aménage un temps partiel thérapeutique? Est-ce qu'on transforme le poste? Est-ce qu'on l'affecte à une autre équipe? Mais on ne décide pas ça tout seul dans son coin. Il faut prendre le temps d'échanger avec le salarié en question pour construire ce projet avec lui et pour voir comment on avance pas à pas avec cette personne pour qu'elle se sente bien dans son retour au travail. C'est pas évident de revenir d'arrêt après plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, il faut accompagner ce retour au travail. Le but, c'est pas juste d'avoir un entretien RH, d'avoir un entretien avec le médecin du travail et c'est terminé. Non, c'est pas suffisant. Il faut vraiment accompagner ce retour au travail. Et vous, en tant que manager, vous avez un rôle à jouer. Donc, informer l'équipe du retour de la personne, c'est très important, de pouvoir dire à l'équipe: «Bah, voilà, madame X va revenir, demain, je compte sur vous pour bien l'accueillir» et cetera. Vous pouvez proposer du tutorat ou du soutien si la personne en a besoin. Si la personne n'en a pas besoin, vous allez pas l'obliger parce que, ça va être mal vécu. Mais en tout cas, voilà, vous lui proposez cette possibilité s'il y a un besoin. Et donc le plus important, c'est de pouvoir avoir un entretien d'accueil, donc avec, vous, manager, hein, mais pas juste un entretien. Pouvoir aussi avoir un suivi derrière. Faire des points réguliers. Alors comment ça se passe? Est-ce que, tes objectifs, on en est où sur tes objectifs, tes attentes et cetera? Comment ça se passe? Mmh, L'objectif de l'entretien d'accueil, c'est d'informer des changements, des attentes des uns et des autres, des moyens qu'on peut mettre en place, donc de lui proposer effectivement, est-ce qu'on peut transformer un peu ton poste? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux plus faire autrement? Comment on peut faire pour t'aider en fait? Voilà, le tout, c'est de pas dire oui à tout, mais en tout cas de pouvoir entendre ce que la personne les besoins de cette personne-là et de voir si on peut y répondre. Voilà, tout simplement. Et ne serait-ce que des fois, permettre à la personne d'être entendue, même si on lui répond que c'est pas possible, mais ne serait-ce que ça, c'est une considération en fait. On est prise en considération et ça, c'est important. Voilà, bah, écoutez, je crois que j'ai terminé. Voilà, si vous avez des questions, là, il nous reste, quelques petites minutes. S'il y a des questions, s'il y a, des réactions, si vous voulez partager des expériences, c'est le moment. Je vais peut-être juste vous remontrer, mon visage pour ça, c'est plus agréable, voilà. Donc voilà, si vous voulez, partager, des choses avec nous, bah, c'est le moment.
N'hésitez pas à faire vos retours, si vous avez aussi des besoins, hein. Si par exemple vous voulez un prochain webinar sur un sujet particulier, n'hésitez pas à en faire part, hein, pour qu'on puisse justement mettre ça en place. Voilà, bah, écoutez, moi je vous remercie en tout cas pour vos réactions, pour vos questions, quand vous avez eu des questions. Et puis, j'espère que ce webinar a pu vous éclairer, en tout cas, sur la question des risques psychosociaux, et surtout a pu vous apporter des clés pour pouvoir répondre à des situations. Merci. Tant mieux si c'est instructif. C'était le but. Vraiment, l'objectif, c'était que vous puissiez repartir avec des clés, avec des moyens d'agir, hein, et surtout ne pas vivre un échec quand on n'arrive pas à faire face à une situation. Hein, c'est comme personnellement quand on va chez un psy, hein, c'est pas un échec, hein, parfois on va chez un psy même si tout va bien, juste pour de la prévention ou pour faire un travail sur soi. Et bah, là, c'est pareil, hein. Donc si vous êtes la tête dans le guidon, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un d'extérieur, c'est pas un échec, au contraire. Et si ça permet de prévenir des situations, eh bien, n'hésitons plus, allons-y. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie, pour votre présence et puis pour vos réactions. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt autour d'un nouveau, webinar, j'espère, très prochainement. Voilà, je vous dis au revoir. Merci de votre présence.